Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco qui sera entièrement dédié ce soir aux prévisions et actions de la Banque mondiale au Maroc en ces temps incertains. Puisque dans sa toute dernière note, l'institution de Bretton Woods prévoit que pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'activité économique devrait rebondir de l'ordre de 2% cette année. Et plus globalement, l'économie mondiale devrait, elle, croître de 4% en 2021 si et seulement si le déploiement du vaccin Covid-19 est généralisé tout au long de l'année. Cela dit, la reprise sera probablement modérée et dépendante de la volonté des décideurs politiques à appliquer les réformes nécessaires à l'investissement. Alors, où se situe le Maroc dans ses prévisions? Élément de réponse ce soir en compagnie du directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale. Bienvenue à tous. J'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Yesko Henchel. Bonsoir Yesko Henchel. Bonsoir, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Mais tout le plaisir est pour nous de vous accueillir à nouveau. Alors, tout d'abord, que pouvez-vous nous dire sur le partenariat entre le Maroc et le groupe Banque mondiale? Donc, encore une fois, bonjour, merci beaucoup pour cette opportunité de vous parler. On a un partenariat entre Maroc et la Banque mondiale qui est très fort il y a très longtemps, mais spécialement en ce moment, notre efforts sont menés pour soutenir le Royaume dans la crise et dans la gestion de la crise, mais aussi de soutenir les différents axes de la relance. Revenons peut-être par rapport à ces dernières conclusions de ce rapport de la Banque mondiale intitulé « Suivi de la situation économique du Maroc, de la riposte d'urgence à la reprise ». Et d'abord rapidement sur l'impact Covid-19 sur le Maroc et la région du Maghreb, où il est clairement stipulé, n'est-ce pas, dans ce rapport, que le Royaume s'en sort mieux que d'autres économies émergentes. Pourquoi, selon vous, Monsieur Henchel? Le Royaume est mieux placé que les autres pays. Obviamente, c'est une crise, pas seulement au Maroc et la région, mais globalement. Et le Maroc, après notre prévision, on va voir de l'année passée, donc 2020, on a une descente de l'activité économique de 7,3%. Et si on compare ça avec la prévision qu'on avait faite avant de la crise, c'est une baisse de presque 9%. Si on compare ça avec Tunisie et Algérie, cette différence entre la prévision et la réalisation, c'est plus grand, c'est moins 10%. En général, comme vous avez mentionné au commencement, on espère beaucoup qu'il y a une reprise dans cette année dans la région, mais pour Maroc, on prévoit une augmentation de l'économie ou des activités de 4%. Pourquoi Maroc est mieux placé? Et je pense qu'un des points le plus important, c'est que Maroc a eu une stabilité macroéconomique et aussi des institutions macroéconomiques très, très confiées. Et ça a aidé le Royaume de se financer aussi externement. Donc, pour exemple, en décembre, le Trésor a pu faire une émission de 3 milliards de dollars, donc une somme très, très grande d'argent sur le marché financier. Ça, c'est un des grands arguments pour que le Maroc est mieux positionné que les autres pays. Mais obviamente, c'est aussi une crise très, très forte dans le Royaume. Oui, alors justement, selon la même enquête, n'est-ce pas, de votre institution, le secteur privé formel, tel que vous l'appelez d'ailleurs, et donc secteur formel, qui est clairement en mauvaise passe. Donc on parle bien sûr du Maroc qui s'en sort un peu mieux que les autres pays. Cela dit, la situation des entreprises marocaines
reste fragile, pour citer les termes exacts de ce même rapport. Pensez-vous que les mesures qui ont été prises dans le cadre du Conseil ou du comité de veille économique, d'ailleurs qui a tenu mercredi sa 11e réunion, avec 2 nouvelles mesures pour soutenir ce secteur privé, pensez-vous que ces mesures-là soient suffisantes pour éponger les pertes de ce secteur privé formel ? Premièrement, on devrait constater que le Royaume avait réactionné vite et fort dans le côté santé, dans le côté protection des ménages, et spécialement des ménages dans le secteur informel, mais aussi avec le fonds Covid-19 pour soutenir les entreprises dans le secteur formel. Donc, dans l'enquête que vous avez mentionnée, nous avons vu que 30% des entreprises formelles ont pu accéder un soutien de l'État dans les différentes formes, donc une subsidie pour les emplois formels, un crédit additionnel, une garantie pour un crédit qui existait. Et cette 30%, donc entre avril et septembre de l'année passée, a aidé beaucoup pour maintenir l'emploi. Nous, on avait vu avec cette enquête, et les résultats ils sont très, très similaires aux enquêtes que HCP avait fait, que la moitié des entreprises étaient très, très affectées, et la perte du revenu, c'était en moyenne 50%. Mais en même temps, il y a seulement, je dirais, 14% des entreprises formelles qui ont laissé leur staff dans quelques emplois vraiment partir. La plus grande partie des entreprises, ils ont fait un ajustement avec des heures d'emploi. Et ça, c'est très important aussi du côté social. Parce que moi, je suis allemand, on a eu quand même des différentes politiques sociales, et spécialement dans cette idée de pas laisser cet lien entre entreprises et l'employé laisser tomber, parce que c'est très, très coûteuse et c'est très, très difficile socialement de le réétablir après de la crise. Donc, si on voit et on compare cet ajustement des entreprises au Maroc avec des autres pays, comme Portugal, comme la Grèce, la réduction d'emploi du secteur formel était moins que dans les autres pays pour les mesures que l'État a prises. Dans votre question sur donc, si c'est suffisant, je pense, et ça devient à votre qu'est-ce que vous avez dit au commencement, ça dépend. Et ça dépend du vaccin. Si toutes les nouveaux prévisions que nous, on avait fait du côté de la Banque mondiale, ça dépend beaucoup du temps jusqu'à les différents pays et aussi le Royaume pourra revenir à la normalité. Si dans quelques mois, on a vraiment une reprise des activités aussi du secteur du tourisme qui est tellement important pour le Royaume, cette augmentation de 4% de l'activité économique est vraiment raisonnable et réaliste. Mais s'il y a dans la chaîne de production des vaccins et aussi la mise en œuvre du programme de vaccination, s'il y a un délai grand, on va avoir aussi des problèmes additionnels. Dernier mot là-dessus, si vous me permettez. Je pense qu'avec le comité de veille, donc le comité de veille qui est aussi une institution très important que le Maroc a pu innover directement après le commencement de la crise. Et cette comité de veille, avec les différents organes de l'État et le HCP, ils sont en train de voir qu'est-ce qui se passe dans les entreprises et spécialement qu'est-ce qui se passe dans les ménages vulnérables qui dépendent du secteur informel. Exact, justement. Encore une chute additionnelle, des mesures additionnelles pour le secteur privé informel ou aussi pour des ménages devraient être prises.
Justement, prix. parce que, voilà, vous me faites la transition. Merci beaucoup, Monsieur Henschel. On parle, je cite, d'une exacerbation dans ce rapport, exacerbation des indicateurs de pauvreté et de vulnérabilité. Cela n'est pas spécifique au Maroc. Ou pensez-vous que cette crise ait tout simplement accentué ces disparités sociales ? Je dirais jusqu'à ce moment, la augmentation de la disparité était pas tellement forte pour les mesures qui étaient prises. Le Maroc, avec le programme Tadamon, donc le financement des transferts du cash aux 4,3 millions de ménages qui n'étaient pas vinculés à la Caisse nationale de sécurité sociale, le CNSS. Et ça, c'était très innovatif. Aussi, la manière comme les ménages ont pu accéder à ces fonds avec le cellulaire et les registres. Ça a aidé beaucoup pour diminuer cette augmentation. Mais en même temps, nous, du côté de la banque, on a estimé qu'il y a 1 million plus de personnes qui sont vulnérables ou pauvres en ce moment-là. Et c'est pourquoi la reprise du secteur privé est tellement importante pour la création d'emplois, mais aussi la reprise des activités dans l'informel. On doit... si on parle de la pauvreté et vulnérabilité, c'est très important d'avoir les données en grand en tête. Et la informalité aujourd'hui dans le secteur primaire et aussi dans l'industrie et services sont plus de 70% de tous les emplois. Même les employés, donc, où il y a une relation entre l'entreprise et l'emploi, il y a 60% qui sont dans les situations informelles. Donc, on doit aussi penser quelles sont les politiques dans la relance qui vont aider et soutenir les ménages comme ça. Et donc, tout que le Maroc fait en ce moment pour assurer une inclusion financière, donc tout ce qui est microfinance pour les petites entreprises, tout ce que le Maroc fait pour accès digital, donc paiement digital, utilisation des services digitaux. J'ai parlé du programme Tadamon en ce moment. Ça va aussi soutenir beaucoup les ménages qui dépendent dans l'informel. En même temps, le secteur formel est le moteur de l'économie. Et des mesures que Sa Majesté le Roi a annoncées vont être très importantes pour cette relance du secteur privé comme moteur de la relance. Alors justement, en plus de ce plan de relance qui s'accapare quand même 11% du budget de 2021, il y a la création de ce fonds, le fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui, rappelons-le, a été créé justement pour donner un boost, n'est-ce pas, à ce secteur privé formel dont vous parliez il y a quelques instants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la complémentarité entre ces deux initiatives, Yesko et Henschel, entre bien sûr ce 11% du PIB qui seront consacrés à la relance et ce fonds Mohamed VI pour les investissements? Donc, le fonds Mohamed VI est très clair dans la stratégie du Royaume pour cette relance. Et le volume que le gouvernement a annoncé de cette fonds de 45 milliards de dirhams, donc c'est un tertiaire part du programme de relance en total du Royaume. C'est très important. Et si je peux parler un peu des idées, des axes, des objectifs de cette fonds de relance, Mohamed VI. Je pense que les 3 objectifs sont très pertinents. Premièrement, de travailler avec les entreprises qui ont des problèmes de liquidité en ce moment. Donc, ce sont des entreprises qui peuvent avoir vraiment une future de croissance, mais ils ont une gap de liquidité. Ils ont besoin de crédit additionnel, de capital ou
d'une garantie additionnelle des crédits qui existe déjà. Mais pour la politique publique, c'est très important de savoir quelles entreprises sont vraiment liquides ou quelles entreprises ont besoin d'une restructuration. Je me permets de vous interrompre, Monsieur Henschel, par rapport à cette question de gouvernance qu'on évoquait un peu plus tôt et par rapport à cette réforme de l'administration. Quelles seraient les pistes à prospecter pour restructurer au mieux les institutions publiques marocaines et de manière à ce qu'elles soient plus efficientes et elles répondent à ces urgences? Donc, je pense que qu'est-ce qu'on a parlé maintenant, cette digitalisation, c'est un des éléments clés pour cette réforme administrative qui est en train de se mettre en œuvre. Ici, on voit les différents thèmes qui sont attaqués du côté de l'administration, donc administration des revenus, tout ce qui est marché public, et comme j'ai dit, c'est un marché très très grand au Maroc, qui est très important pour le secteur privé, mais tout ce qui est digitalisation des services auprès des ménages, auprès de la population, donc santé, éducation, le nouveau programme de protection sociale que Sa Majesté le Roi il avait annoncé, donc la universalisation de l'assignation familiale, et c'est une grande réforme qui va être basée sur une registre d'identification unique et un registre social qui est aussi c'est une plateforme de la digitalisation pour rendre plus important les services auprès de la population. Donc ces réformes-là vont avoir obviamente une partie importante pour la relation et aussi la confiance entre le citoyen et l'État. Mais deuxièmement, il y a aussi une diminution de la corruption qui existe ici au Maroc, comme dans beaucoup des différents pays, de l'enquête des ménages, des enquêtes des entreprises qui en avaient parlé avant. Une question, c'était sur la corruption du côté des entreprises et de l'obstacle. Et une grande partie des entreprises, ils ont mentionné, oui, la corruption, on a vécu cette corruption, donc on était dans les différentes processus administratifs, on était demandé c'était nécessaire de payer en plus pour avoir ces différentes réglementations et les différents processus administratifs faits. Tout ce qui est digital est aussi un moyen très important contre ce type de surcharge des entreprises. En même temps, et le ministre Benchaboum, il avait dit ça quand il était avec le CGM il y a quelques semaines, c'est aussi les taxes de TVA, de valeur ajoutée, que les entreprises ils demandent du remboursement de l'État, on parle de ça, c'est aussi mal facturé. Donc ça veut aussi aider pour réduire ce type de malfacturation. Donc je pense que le digital va être un des clés instruments pour une efficacité et efficience et une équité plus grande dans l'administratif marocain. On rappellera d'ailleurs que le groupe Banque mondiale avait débloqué un prêt de 700 millions de dollars pour aider l'État marocain, n'est-ce pas, à opérer ce switch et ces transformations numériques. Il y a également ces toutes dernières 3 conventions qui ont été signées fin décembre, 3 accords de financement pour 3 secteurs différents, social mais aussi économique. À quel terme pensez-vous, Monsieur Henschel, que ces partenariats ou ces financements devraient porter leurs fruits? Nous, on est très fiers de soutenir le Royaume avec ces 3 projets qui, nous, on pense, sont 3 projets très clés pour confronter la pandémie et l'urgence et en même temps de soutenir la relance.
Donc, les trois projets sont premièrement protection sociale, et ça, c'est une grande partie qui est passée maintenant, au même il y a quelques mois, avec le programme Tadamon qui a réussi de aider les ménages les plus vulnérables. Ce projet aussi va soutenir le programme Taïsir. Le programme Taïsir, c'est un programme qui aide les familles pour envoyer les enfants à l'école. Obviamente, dans la pandémie, ça doit être reformulé parce que beaucoup d'enfants, en ce moment, ils sont peut-être même dans les prochaines semaines, ils vont avoir une mix du présentiel et digital. Une des stratégies du ministère de l'Éducation qui a fonctionné très bien ici à Maroc. Mais pour éviter que cette pandémie s'est traduite dans une pauvreté d'apprentissage, ce programme Taïsir pour aider les enfants de rester à l'école, soit digital, soit en présentiel, c'est très important. Et le troisième axe de ce projet, c'est soutenir le Maroc avec l'annonce que Sa Majesté le Roi il avait fait pour la réforme du système vers une universalisation de l'assignation familiale. Donc ça, c'est le côté protection sociale et aussi urgence, mais aussi avec une voie au devenir déjà. Deuxièmement, pour la génération verte, dans la nouvelle stratégie agricole. Et c'est une réforme, une switch très important de la stratégie qui existait avant dans le Maroc vert, dans le sens qu'il y a une emphasis plus grande sur les jeunes, les humains, le capital humain dans le secteur rural, des alternatives du emploi dans le secteur rural et aussi une transformation de l'agriculture vers une soutenabilité climatique. Donc ça, c'est pour la relance, c'est une opportunité énorme pour le Maroc de fournir plus profonde des chaînes de valeur dans le secteur et aussi de bénéficier plus les agriculteurs de petite échelle. Et troisièmement, c'est la mobilité urbaine. Si on pense du futur maintenant, après de la pandémie, il y a des besoins additionnels qu'assurer que le transport public soit efficace, soit finançable pour les ménages, soit aussi d'un côté santé très, très bien géré. Donc les investissements dans le transport, dans la mobilité urbaine, avec des investissements, des corridors, des bus, des différentes institutions, c'est absolument clé pour cette relance et c'est pourquoi on est très content de soutenir le Royaume avec ces trois projets. Je vais peut-être terminer avec vous, Yesko Henchel, avec cette question d'endettement. Quelle viabilité de la dette extérieure et de la dette du Trésor pour le Maroc selon la Banque mondiale, surtout que Fitch Ratings a dégradé la note souveraine du Maroc, lui faisant perdre son investment grade, d'ailleurs qui a fait réagir le wali de Banque el-Maghreb, Abdelatif Jouahri, exprimant son mécontentement par rapport à cette action. Alors, finalement, le taux d'endettement du Maroc est-il viable ? Sur notre estimation, oui, c'est soutenable et viable. Et on part de ça vient de la crédibilité des institutions macroéconomiques, la Banque centrale, la gestion financière fiscale du côté du ministère des Finances, du Trésor. Le Maroc, les dernières décades, a vraiment établi cette confiabilité qui peut être utilisée maintenant. Et même si vous avez dit du downgrading du Fitch, le Trésor a pu faire une émission très grande de 3 milliards de dollars dans les dernières semaines de l'année passée. Et je pense que ça, c'est aussi une signal très important qu'il y a une viabilité, il y a une confiance sur la gestion. Si on voit les numéros, obviamente, on va avoir un déficit budgétaire qui est plus grand que prévisé.
Donc, 7, quelques % pour l'année dernière et peut-être 7% pour cette année. Et c'est une augmentation de 3,54% du déficit qu'on avait avant. Mais c'est aussi quelque chose qui est normal, je dirais, dans les temps qui ne sont pas normaux. Absolument. On a une crise, une récession de cette magnitude. C'est absolument important d'avoir une injection aussi de demande du côté fiscal. C'est absolument normal que les revenus ils sont en train de baisser et les demandes sur les dépenses qu'ils augmentent. Maintenant, nous, après notre estimation, le dette totale du Maroc va augmenter de 65 à peut-être 77%, mais avec après une diminution incrémentale après. Donc, avec le plan maintenant, on pense que le dette extérieure du Maroc et aussi le dette totale est viable. Merci beaucoup. Merci Esko Henschel, directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup à vous et salut à tous vos spectateurs. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Très bonne soirée à tous.